le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour la présentation de la page internationale au Grand Journal du 14h, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas. Pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Jonel François et Smith Jean-Julien. Robins assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Abus sexuels dans l'église de France. Nous vivons un moment de la honte, déclare le pape. Le pape François a exprimé sa honte au lendemain de la publication d'un rapport accablant sur les abus sexuels commis au sein de l'église catholique française depuis les années 1950. Voici un reportage signé Euronews. Le pape a exprimé sa honte au lendemain de la publication d'un rapport accablant sur les abus sexuels commis au sein de l'Église catholique française depuis les années 50. François avait déjà exprimé la veille son immense chagrin face à l'effroyable réalité de la pédocriminalité. Lors de son audience générale, le pape s'est tourné vers des évêques français présents au Vatican, avec lesquels il a prié en silence avant son discours. « Nous vivons un moment de honte », a insisté le pape. J'encourage les évêques, les autorités religieuses et aussi vous, chers frères, qui êtes venus ici pour partager ce moment, à faire tous les efforts possibles pour que de telles tragédies ne se reproduisent pas. Le rapport Sauvé, une vaste enquête sur les abus sexuels commis dans l'Église catholique de France, a mis en évidence des chiffres terribles. En l'espace de 70 ans, 3000 pédocriminels ont été recensés et environ 330 000 victimes. En Afghanistan, la place des femmes a fortement reculé sous le régime. Depuis la reprise éclair du pays, achevée le 15 août 2021 par leur entrée à Kaboul, la capitale, les talibans affirment leur autorité en Afghanistan. Après 6 semaines de gouvernance talibane, où en est le pays et sa population? Voici un reportage signé France 24. Dans les rues de Kaboul, les visages des femmes ont disparu. Derrière de la peinture ou derrière une burqa. Alors régulièrement, certaines résistent et bravent les interdits des talibans. Le jeu en vaut la chandelle. Il s'agit de leur avenir et de celui de leurs filles. On voit déjà des rapports de petites filles et d'adolescentes qui sont prélevées dans leur famille, données aux combattants talibans pour être mariées de force. Donc c'est déjà en train d'arriver. Et il suffit de pousser la porte d'une salle de classe pour s'en rendre compte. Les écoles secondaires sont fermées aux filles, contrairement aux garçons. Le primaire leur est autorisé, ainsi que les universités. Mais elles doivent être séparées des hommes et entièrement voilées. La pratique du sport ou de la musique leur est également proscrit. On est loin des promesses d'ouverture. Alors Emmanuel Macron lance un avertissement aux talibans. On leur dit, vous devez absolument donner un avenir aux jeunes filles dans votre pays, et ça fait partie des choses qu'on regarde avant de vous reconnaître. Pour les plus jeunes, le retour au pouvoir des fondamentalistes est une première. Mais en fait, l'histoire se répète. Déjà entre 1996 et 2001, ils avaient imposé une version ultra rigoriste de la loi islamique. Interdiction de sortir, de travailler ou d'aller à l'école sans un homme, peu importe l'âge. Celles accusées d'adultère étaient fouettées et lapidées. مشکلات روانی خود کل خانم‌های افغانستان است. تنها اینجا نیست. در کل مردم افغانستان مشکل روانی هست. مردم این منطقه ما فکر می‌کنم که مردم این منطقه با این محدودیت کنار آمدن. Exit les rêves d'émancipation et les projets professionnels. Peu à peu, les femmes disparaissent du paysage afghan. Direction le Kenya, les médias silencieux sur l'affaire Kenyatta, les Pandera Papers. Les médias kenyans ont été blâmés pour la mauvaise couverture de la récente exposition de fraude fiscale de la famille du président Uhuru Kenyatta. Voici un reportage signé Africa News. Alors que le président Uhuru Kenyatta figure dans l'enquête des Pandora Papers, exposant les fraudes financières dans les paradis fiscaux, les médias locaux kenyans restés silencieux sont pointés du doigt à l'étranger.
Un certain nombre d'organisations médiatiques au Kenya appartiennent à des hommes politiques. Donc les politiciens ont le droit de garder ou d'autoriser ce qui sort de leurs médias. Donc oui, cela pourrait être vrai. Il pourrait y avoir une sorte de contrôle, mais je ne suis pas encore certain que ce soit la réalité ou la vérité. L'indice de corruption du Kenya s'est détérioré au fil des ans. Ce pays d'Afrique de l'Est a déployé des efforts dans la lutte contre la corruption. Uhuru Kenyatta s'était pourtant engagé à faire davantage pour éradiquer le fléau. Nous avons parlé à un certain nombre d'experts constitutionnels qui affirment qu'il n'est pas illégal de posséder une société offshore. Mais tout agent de l'État doit le déclarer à la Commission de lutte contre l'éthique et la corruption au Kenya, et ce chaque année. Ce qui n'est pas encore connu, c'est de savoir si le président Kenyatta a bien déclaré tout cela à la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption. La constitution kenyane n'interdit à personne d'avoir des sources de revenus externes. Toutefois, ils doivent être déclarés. Les Pandora Papers dévoilent la triste réalité du Kenya et de nombreux pays africains, néanmoins tous engagés dans cette lutte contre la corruption. Le problème au Kenya, c'est que les politiciens essaient de se lancer dans la lutte contre la corruption. C'est ce que le gouvernement considère comme le principal obstacle contre la corruption dans le pays, car une fois qu'un haut fonctionnaire du gouvernement était traduit en justice, les politiciens mobilisent le comité pour que nos communautés soient ciblées dans ce combat. Le président Uhuru Kenyatta a déclaré qu'il publierait d'ici quelques jours une réponse complète à ces allégations. Aux États-Unis, un débat enflammé entre pro-choix et pro-vie. Des centaines de milliers d'Américains sont descendus dans les rues samedi dernier pour revendiquer le droit à l'avortement. En Floride, la mobilisation était particulièrement importante après qu'un projet de loi pour restreindre l'avortement, similaire à celui du Texas, a été déposé par un élu républicain. Voici un reportage signé Radio-Canada. Washington résonne au son des tambours. Une fois de plus, les Américains sont dans la rue pour défendre leur acquis. Le droit à l'avortement qui est de nouveau remis en question. Les voix ont résonné dans 600 villes du pays. Alia Thompson craint qu'il n'y ait plus de séparation entre l'Église et l'État. Si les gens ne peuvent pas se faire avorter, dit-elle, ils vont le faire quand même et risquent de mourir. Partout, les manifestants scandent le même slogan « My body, my choice », mon corps, mon choix. Et puis, il y a l'autre son de cloche. Nous sommes vendredi soir et ces jeunes prient devant une clinique d'avortement. My body, my choice. It's not their body. They have no right to kill another human. Mon corps, mon choix, dit-il. Ce n'est pas leur corps. Elles n'ont pas le droit de tuer un autre être humain. Ce n'est pas le corps de la femme, c'est le corps de Dieu. It is not that woman's body. It's God's body. Ils ont à peine 20 ans et sont persuadés d'avoir la science infuse, ou plutôt la bénédiction divine. Our position is not to control women's bodies. On ne veut pas contrôler le corps de la femme, dit Raviel. Si une femme avait une amygdalite ou se faisait enlever quoi que ce soit, ça nous est égal. La seule raison pour laquelle nous nous sentons interpellés, c'est parce qu'il s'agit d'une vie humaine. Nous le faisons avec amour, disent-ils, on doit sauver un être humain et pas d'exception pour les cas de viol ou d'inceste. Whether it was rape or incest, which is very unfortunate, but regardless of how someone was conceived, they still have the right to life. Quelle que soit la façon dont une personne a été conçue, dit-il, elle a droit à la vie. Committing another evil isn't going to solve a previous evil. On ne résout pas un crime en commettant un autre, dit celle-ci. Ces jeunes de l'Union des étudiants catholiques sont en quelque sorte les porte-drapeaux des conservateurs qui ont le vent en poupe en Floride, avec à la tête du gouvernail le très conservateur gouverneur Ron DeSantis, surnommé le mini-Trump. Il est pro-vie, mais quand il s'agit de vaccins contre la Covid, il prône le choix personnel des citoyens.
Il appuie le représentant républicain Barnaby Webster qui vient de déposer un projet de loi sur l'avortement similaire à celui du Texas, où l'interruption de grossesse sera interdite dès la 6e semaine, sous peine d'une amende de $10 000 pour les médecins. Je trouve que ce que le Texas a fait est brillant, dit Linda Bell, qui a fait du mouvement pro-vie son cheval de bataille. Elle espère que la Floride suivra le modèle texan. Any day that we can save babies in the state of Florida, in any way we can do it and not cause women so much harm from abortion. Chaque journée où on peut sauver des bébés en Floride, dit-elle, est une bonne journée pour l'État. Is a good day in Florida. À la clinique Planned Parenthood de Tallahassee, on frémit à l'idée de voir l'État intervenir. And the idea of politicians interfering with private medical decisions and interfering with people's bodily autonomy and their freedom is disturbing. L'idée que des politiciens vont s'ingérer dans des décisions médicales privées est plus que dérangeante, dit-elle. Lauren Brenzel est la directrice de l'organisation. It would actually be not only a problem for Floridians, but it would be a problem for everybody in the Southeast. Ce ne sera pas juste un problème pour la Floride, dit-elle, mais pour tous les États du Sud-Est qui ont déjà un accès très limité. Avec la loi au Texas, on voit déjà des patientes venir non seulement de l'Alabama, mais de la Géorgie, de la Louisiane et aussi du Texas. Because abortion access is so limited in the Southeast. This is such a step back. C'est un sérieux pas en arrière, dit Sue Massa, qui ne pensait jamais devoir manifester en 2021 pour défendre le droit à l'avortement. Un droit acquis en 1973 après le célèbre arrêt Roe contre Wade, où la Cour suprême garantissait le droit des femmes d'avorter jusqu'à 22 semaines. Si aujourd'hui la Cour suprême invalide cet arrêt, chaque État pourrait interdire ou autoriser les avortements. Avec 6 juges conservateurs et 3 libéraux, cette hypothèse n'est plus écartée. Il y a une guerre sur mon corps, dit cette étudiante lors de son discours de fin d'année. On ne peut pas rester silencieuse. Les voix vont continuer à résonner dans les rues pour défendre le droit à l'avortement. Un combat qui va surtout se jouer devant les tribunaux. Et plusieurs espèrent que Joe Biden va nommer d'autres juges à la Cour suprême pour amener un certain équilibre. Avant de fermer cette page internationale, parlons du dossier de Facebook. La lanceuse d'alerte accable le géant de la tech. Frances Haugen, l'ex-employé de Facebook, a témoigné mardi des algorithmes toxiques du géant de la tech devant une commission sénatoriale du Congrès. Les législateurs doivent agir pour forcer Facebook à modifier les contenus visibles, dit-elle. Zuckerberg se défend de ne rien faire. Voici un reportage signé TV5 Monde. Pendant 2h30 face à une poignée de sénateurs et des millions d'Américains derrière leurs écrans, Frances Haugen a exhorté les législateurs à agir pour renforcer la régulation de la plateforme aux plusieurs milliards d'utilisateurs dans le monde, propriétaires également d'Instagram et de WhatsApp. Les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent notre démocratie. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais ils ne feront pas les changements nécessaires parce qu'ils ont fait passer leurs profits astronomiques avant les gens. Les bénéfices avant les gens. L'ancienne ingénieure de Facebook et désormais célèbre lanceuse d'alerte insiste. Les algorithmes tels qu'ils sont conçus sont dangereux pour les utilisateurs. Facebook le sait, mais dans sa conquête de parts de marché accrues, le géant se garde bien de corriger le tir. En rendant les jeunes accros ? L'ingénieur acquiesce. Perte de discernement, risque d'addiction. Les adolescents sont un public fragile, particulièrement vulnérable. Le sénateur démocrate boit du petit lait. Les géants de la tech sont confrontés au moment de vérité qu'ont vécu les géants du tabac en leur temps, dit-il. Les organismes de contrôle doivent se pencher sur vos affirmations, Madame Haugen, poursuit Richard Blumenthal. Facebook semble avoir trompé le public et les investisseurs. Et si cela est vrai, il doit être réellement sanctionné. Au lendemain d'une panne de plusieurs heures qui lui aura coûté plusieurs milliards de dollars, le patron Mark Zuckerberg s'est défendu de ne rien faire contre les contenus préjudiciables. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour ce aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique au Sénat 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, 70 degrés Fahrenheit.
21 degrés Celsius à Boston, à Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Roubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi, accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.